Alors, nous continuons avec une nouvelle présentation par affiche. Ça sera avec Agnès Arendo, qui est une étudiante en master d'archives à l'Université d'Angers de France. Elle va nous présenter une affiche sur les archives orales comme source d'histoire récente. Je te laisse la parole, Agnès. Bonjour, alors je vais partager mon Bonjour. écran. Est-ce que vous voyez mon écran, Oui, mon affiche en plein écran? Okay. oui, oui. So, hello. First of all, I wanted to thank you for allowing me to present my subject during the 30th Symposium EBSISIS. So I will present my subject both in French and English, so I hope you will understand my English. At the beginning of the year, I had to think about a research subject, and I have straight away been interested in the archives of the resistance movement in France during World War II. And as I was reading Florence Descamps, I saw that she described the Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale as l'acte de naissance officieux de l'histoire orale en France. And that's why I have decided to do my research based on the Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France, which I will name CHOLF, and the Comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, which are both interministerial committees. So I want to know their collecting policy for resistance witness statements and how they use those statements and what remembrance issues pushed them to collect those statements. And I am studying how they became oral history from 1944 to 1980. In France, we don't say histoire orale, we say archive orale, which means that oral sources are collected for historical and heritage interests. Donc, tout d'abord, je vais replacer mon sujet dans son contexte historiographique. Alors, le témoignage est une source ancienne en histoire et en sciences humaines, puisqu'on le retrouve chez l'historien Hérodote dès l'Antiquité, puis ensuite en sociologie, en anthropologie, jusqu'à aujourd'hui. Seulement, les guerres mondiales et le XXe siècle remettent en cause la source écrite et redonnent une valeur au témoignage comme source historique. Et l'histoire orale d'aujourd'hui trouve ses origines aux États-Unis au début du XXe siècle avec la Chicago School et Robert E. Park qui collectent des témoignages à des fins sociologiques et historiques. En France, c'est Marc Bloch entre 1920 et 1944 qui remet en cause les pratiques de l'école méthodique, qui est un courant historiographique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qui privilégie la source écrite. Et donc, Marc Bloch est à l'origine d'un renouveau historiographique où la source orale est utilisée pour écrire une histoire complète, entre guillemets, une histoire des mentalités, des événements ou des populations dont la documentation écrite est insuffisante, à l'instar de la résistance. Et le second XXe siècle est aussi une période d'effervescence des archives orales, en même temps que nous entrons dans une ère du témoin, pour citer Annette Viviorca, où les mémoires collectives et individuelles ont une place prépondérante dans les sociétés. Alors, dès lors, on peut s'intéresser au rôle de la CHOLF et du comité dans l'introduction des archives orales en France. En réalité, ce serait plutôt la CHOLF qui serait l'acte de naissance officieux de l'histoire orale en France, puisque c'est la CHOLF qui met en place une réelle politique de collecte des témoignages qui sont directement archivés et qui sont collectés pour écrire l'histoire. Donc, les archives, le comité ne fait que reprendre le travail de la CHOLF en y ajoutant un aspect de recherche, puisqu'on s'éloigne de la période de la guerre mondiale, donc on peut se permettre de commencer à écrire son histoire. Finalement, les archives administratives des comités et les témoignages collectés nous permettent de comprendre leurs méthodes et leurs objectifs. Alors, les archives de la Seconde Guerre mondiale, la CHOLF souhaite les collecter le plus rapidement possible, juste après la guerre, avant même que la France soit libérée. Et seulement, le problème, c'est que les archives ont parfois été détruites et que le mouvement clandestin de la résistance, par son essence, a laissé peu de documents écrits. C'est pour ça que la CHOLF décide, d'une manière pionnière, de créer les archives, de collecter les témoignages des résistants, des déportés, des prisonniers de guerre,
en complément des sources écrites. Et l'idée, c'est de créer les sources inexistantes pour les historiens du futur. Pour cela, la Shelf est dotée d'enquêteurs et d'enquêtrices à Paris, puis en province, qui sont appelés correspondants départementaux et qui ont aussi des collaborateurs à l'échelle locale. Ils doivent interroger les témoins à des fins historiques, mais également mémorielles, en fait, pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Les correspondants sont nombreux. On ne peut pas vraiment déterminer leur nombre, mais je peux vous dire qu'entre 1944 et 1980, on en compte plus de 500. Et en 1975, le rapport d'activité précise qu'ils sont 157 pour l'année en cours. Ils sont tous bénévoles, ces correspondants, et ils doivent avoir été résistants pendant la guerre et connaître l'histoire locale. Les archivistes sont partie prenante de cette collecte puisqu'ils sont également correspondants et ils participent à la conservation de ces témoignages, on le verra plus tard. Alors, les membres des comités correspondent pour avoir une vision globale de leur pratique lors de réunions et grâce aux bulletins intérieurs qui leur permettent d'homogénéiser leur pratique. Ces bulletins nous permettent également de comprendre leur méthode qui est assez souple puisqu'ils sont parfaitement conscients de l'immensité de la tâche qu'ils ont à accomplir, tout comme de l'hétérogénéité des témoins et des enquêteurs et enquêtrices. Alors, les témoignages peuvent être collectés lors d'un entretien semi-directif, auquel cas ils sont transcrits puis annotés, donc ils deviennent des documents écrits. Cela peut également être des questionnaires qui sont envoyés aux maires ou aux instituteurs pour que ces derniers forment une équipe pour répondre aux questionnaires et les renvoyer. Et finalement, cela peut être des rapports qui sont envoyés par des acteurs fréquemment influents comme des chefs de réseau ou des membres de l'armée. Ces bulletins sont conservés aux archives départementales pour les questionnaires, dans les fonds des correspondants, et aux archives nationales pour les témoignages sous forme de dépôts privés. On peut voir souvent qu'il y a eu 2000 témoignages de résistants de collectés, mais ce chiffre, on peut le remettre en question parce qu'il n'y a pas 2000 témoignages aux archives nationales. Et en fait, c'est le même chiffre qui est répété entre 1950 et 1980. Finalement, cette collecte, elle continue jusqu'en 1980 lorsque le comité est intégré à l'Institut d'histoire du temps présent, qui est chargé de la recherche en histoire du très contemporain. Et lorsque nous regardons les manuels d'enquête orale aujourd'hui, on ne voit pas en fait de mention de la méthode de ces comités. Donc, on peut affirmer qu'ils ont été pionniers par leur méthode et leurs objectifs. Cependant, on ne peut pas dire qu'ils ont influencé la méthode actuelle de collecte des archives orales. Voilà, j'ai fini, donc si jamais vous avez des questions. Oui, je vais vérifier dans les conversations s'il y a des questions. Jusqu'à maintenant, non. Et pas de main levée. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions dans les chats ou en levant vos mains. C'est une intéressante présentation, Agnès. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est l'élément qui t'a incité à choisir ce sujet, expérience ou autre? Depuis toute petite, ça m'intéresse assez en fait le mouvement de la résistance. Et quand j'ai vu tout cet aspect mémoriel en fait qui entourait les comités, parce que la majorité en fait des membres de la Shelf lors de sa création étaient d'anciens résistants, et on voit vraiment ce souci mémoriel. Ils veulent vraiment créer les archives parce que eux ils savent ce qu'il s'est passé et ils veulent permettre aux historiens du futur, comme ils disent, de pouvoir avoir accès à des archives pour pouvoir écrire l'histoire de la résistance, parce qu'ils ne veulent pas que ça s'oublie. Oui, oui, c'est très intéressant. On a un main levée d'Anaël. Tu peux ouvrir ton micro, Anaël, et poser la question. Voilà, merci. Oui, Anaël. Merci.
Agnès. Je ne sais pas si vous me voyez, mais peu importe. Des données sur les usages de ces archives, parce que pour le moment, c'est super intéressant ce que vous étudiez, la manière dont elles sont collectées, la manière dont elles se sont constituées, mais est-ce qu'il y a des renseignements sur les usages? Qu'est-ce que les gens ont fait avec ces archives par la suite? Il n'y en a peut-être pas. En fait, quand on regarde, par exemple, l'arrêté qui crée la Shelf, on voit que leurs objectifs, c'est vraiment un objectif de collecte, de collecter les archives et pas de faire l'histoire. En réalité, c'est un objectif qui change très rapidement et ils veulent très rapidement utiliser les témoignages pour écrire une histoire de la résistance. Par contre, ils ont une difficulté, c'est-à-dire que les résistants qui témoignent ne veulent pas que leur témoignage soit communiqué. Et du coup, cet usage va être un peu mis à mal puisqu'il n'y a pas de contrat de communication en fait, entre le témoin et l'enquêteur, mais c'est juste une promesse, en fait. C'est un contrat oral, quoi. Mais ils essayent de faire autant de publications possibles, pas par eux-mêmes, mais ils essayent de participer à la rédaction d'articles, etc., avec les témoignages. Et les archives écrites qu'ils collectent aussi à côté. Merci Agnès. Alors, pas d'autres questions. On pourra passer à la suivante présentation. Philips, on a une question de Virginie. J'arrivais pas à trouver la main, j'ai tardé. Bonjour Agnès, bonjour, merci pour ta présentation. J'ai une question par rapport à la résistance et à la recherche que tu vas ou que tu as commencé à faire. Est-ce qu'on parle d'une différenciation au niveau de la résistance de la population générale française et de la résistance qu'on pourrait éventuellement trouver au sein des fonctionnaires, je ne sais pas si on peut appeler ça des fonctionnaires ou plus les policiers, je dirais, ou le corps de la gendarmerie en France, ou qu'on a toujours mis un petit peu de l'avant pour essayer de défendre son rôle un peu ambivalent. Oui, ambivalent. Donc, je veux juste savoir si ta recherche va juste se focuser sur la population générale ou si elle comprend aussi le corps de la gendarmerie ou de la police, et à ce moment-là, peut-être problématique. Bonjour. Alors, c'est vrai que moi, je m'intéresse surtout en fait à la méthode de collecte des témoignages, mais quand je vois tous les témoignages qui ont été collectés, ça concerne surtout les mouvements de résistance et les réseaux. Par contre, ce que j'ai pu voir dans les archives, c'est que la particularité des archives orales françaises, c'est qu'ils veulent absolument croiser les sources. Et quand ils parlent des sources de la gendarmerie ou de la police, c'est vraiment comme source en fait de collaboration pour pouvoir les croiser avec les témoignages des résistants, mais c'est pas la police résistante ou la gendarmerie résistante. Par contre, l'armée, oui, mais l'armée un peu plus, mais ça reste quand même ambigu. Et c'est surtout, en fait, les témoignages sont surtout classés par mouvement et réseau de résistance. Parfait, merci. On a un commentaire de Philippe Mongeon disant que c'est très intéressant cette absence du contrat de communication, comme Agnès l'a déjà mentionné, et pose une question: est-ce que la finalité de l'archive peut être atteinte si on ne fait qu'archiver? Et il continue: j'imagine que c'est la communication et le contrat de l'historien. Oui, c'est vrai, je n'ai pas précisé. En fait, c'était une promesse orale de ne pas communiquer le témoignage pendant 50 ans. Et au bout de 50 ans, il pouvait être communiqué. En fait, quand j'étais voir les archives, j'ai vu des enveloppes scellées avec écrit « ne pas ouvrir avant 2000 ». Donc, ils comptaient les communiquer. Mais en fait, la manière dont ça a été collecté, la méthode, en fait, par exemple, rien que donner le nom du témoin ou la date de prise du témoignage, parfois c'est manquant. Donc c'est sûr qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, c'est pour ça aussi qu'on n'entend pas trop parler de ces comités, c'est que ces témoignages ne sont pas tellement exploitables en fait.
Donc oui, c'est sûr que ça pose un problème, mais ça a toujours été leur problème. François Dansero ajoute que c'est un très bon point, Philippe. Ceci étant dit, le concept de finalité de l'archive ne peut être atteint pour plusieurs raisons. C'est son commentaire. Et Anaël continue en disant, puisque les finalités des archives sont multiples. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou commenter, Agnès? Moi, ce serait plus sur l'aspect mémoriel. C'est aussi ça que je traite en particulier. C'est qu'il disait qu'il voulait collecter pour l'histoire, mais c'est surtout pour leur mémoire de résistants et pour la mémoire des résistants qu'il collectionnait tous ces témoignages. Donc, c'est sûr que oui, les archives, en tout cas les archives orales, ont un aspect mémoriel extrêmement important et ils en étaient conscients. Merci Agnès pour cette présentation et cette belle conversation.